Ici, donne la parole. Amis du Yur, bonjour et bienvenue dans T'es la famille. Aujourd'hui, épisode spécial. Ouais. Toujours en compagnie de mon fidèle ami, Ouais. Loïc. Bonjour Elvis. Bonjour Loïc. Aujourd'hui, nous recevons une personne spéciale dans notre émission, C'est ça, ouais. Mina Yeles. Ouais. Bonjour Mina. Bonjour. Salut Elvis, bonjour. Ah, Loïc. Bonjour. Bonjour à tous les deux et Ouais. félicitations avant toute chose pour votre évolution et vraiment les choses superbes que vous faites. Vraiment bravo encore. C'est que le début, mais ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Merci à Merci toi à d'avoir toi. répondu présent à C'est ça. l'invitation. Ouais. Ouais, bah, c'est un honneur, hein, quoi. Et puis on se connaît. Alors il faut que je le fasse tout le temps. Ouais, tu passes bien par Ouais, le comme micro en fait. ouais. Et Mais que ça je suis capte dans la pas tête, les. tac, tac, ouais, Et d'accord. que ça capte pas aux alentours en fait. C'est pour ça. Très bien, chef. Ah, c'est un début Alors d'apprentissage. du coup, Elvis, je te laisse poser la première question pour commencer. D'accord. Peux-tu te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Amina Yeles. Je suis née en Algérie d'une maman française de France, c'est-à-dire, et d'un papa algérien. Voilà. Et je suis chercheuse mais retraitée de l'éducation nationale, mais je continue des activités professionnelles dans la recherche en anthropologie. J'ai habité 38 ans au quartier des Maréchaux, donc je connais très bien le quartier des Maréchaux. Et voilà. Et puis je suis élue municipale. Je termine mon deuxième mandat et je serai certainement dans le troisième mandat. Voilà. Ok. Pouvez-vous nous parler de vos origines familiales? Le nom Yeles est souvent associé à la communauté chaoui en Algérie. Quelle est votre histoire familiale liée à l'Algérie? Alors moi, je trouve que c'est délicieux cette question parce que chaoui, effectivement, ça veut dire berbère. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, en fait, avant l'arrivée des Arabes au 8e siècle, l'Algérie et tout le Maghreb étaient berbères. Et donc, du coup, ben voilà, tous les Algériens sont berbères. Ensuite, ils ont été arabisés, sauf certains qui sont restés en Kabylie. Je parle de l'Algérie. Donc moi, je suis d'une famille tlemcénienne. Papa est tlemcénien et il n'est pas chaoui, mais le nom Yeles se trouve absolument partout en Algérie, y compris en Kabylie. Voilà. Ok. Elvis, toi. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter l'Algérie en 1984-85 pour t'installer en France? Alors, je suis donc née en Algérie. Je suis venue en France faire mes études universitaires à la Sorbonne. Et quand je suis partie, plutôt quand j'ai terminé, j'ai carrément envoyé une lettre au ministère de l'Enseignement supérieur en Algérie parce que il se trouve donc que j'ai deux nationalités et donc deux patries et que je suis très fière de ces deux patries. Donc je voulais servir un peu ma deuxième patrie, l'Algérie, parce que je savais que c'était un pays en voie de développement et je me disais je vais être utile. Donc voilà, et j'ai eu une réponse favorable. J'ai été à l'université d'Oran enseignante pendant 2 ans. Voilà, et je suis partie parce que la situation était vraiment trop compliquée et que malheureusement j'étais un petit peu déçue par mon aventure algérienne parce que le sous-développement, ça fait qu'on ne sait pas garder ses cadres. Voilà. Ok. Comment, du coup, s'est déroulée votre reconversion ou votre installation professionnelle en France à partir de 1985? Alors, à partir de 85, j'ai fait en même temps un bébé, donc il a fallu que je m'en occupe toute seule. Et du coup, il a fallu que je travaille. Mais comme j'avais une formation, j'ai été maître auxiliaire pendant 10 ans. Et donc, ça m'a permis de connaître et de découvrir les lycées professionnels dont on ne sait rien, sur lesquels on a beaucoup d'a priori, et où en tout cas j'ai trouvé une communauté enseignante très très motivée, très intéressante et une implication avec les jeunes qui m'ont appris vraiment à justement avoir un autre regard. Et donc j'ai fait tout le Val-de-Marne en lycée professionnel. Et puis après, comme il fallait quand même que mon enfant, voilà, que c'était compliqué, j'ai passé un concours national, j'ai passé le CAPES que j'ai obtenu pour être professeur de français.
Ok. Elvis. Ouais. Juste- Désolé. J'ai un petit problème. Non, il y a pas de souci. Donc, ah, ah oui. Comme non, c'est pas ça. Tu peux me passer? Ouais, passe ma folie. Ici, là. Ouais. Tu es professeur agrégé de lettres. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'enseignement de lettres classiques ou modernes? Ouais, ben voilà, comme je le disais, en fait, je suis pas agrégée parce que l'agrégation, c'est au-dessus du CAPES. Ouais. C'est encore plus difficile. Mais j'ai passé ce qui m'a, en fait, ma formation, donc c'est une formation d'anthropologie, puis des études, voilà, de Ouais. sociologie, une maîtrise de sociologie et un DEA d'anthropologie. Puis, en même temps, j'ai fait des études en sciences politiques, j'ai une maîtrise en relations internationales. Mais de toute façon, comme j'enseignais le français et l'histoire géo au lycée professionnel, c'est le CAPES que j'ai passé de lettres, Ouais. euh, parce que j'ai toujours eu une attirance pour la littérature, Ok. pour la poésie, l'écriture, et je suis moi-même, j'écris de la poésie et j'essaie d'écrire des romans. Voilà. Ok. Quels sont les moments les plus enrichissants de ta carrière d'enseignante en lycée en région parisienne? Alors justement, comme je le disais précédemment, c'est d'avoir rencontré des jeunes qui avaient été rejetés du système traditionnel parce qu'en fait, on estimait soit qu'ils étaient trop faibles, soit qu'ils étaient trop remuants, et alors qu'il y avait des raisons pour qu'ils le soient. Mais en fait, ça a été passionnant parce que je les voyais revivre quand même pour beaucoup. Ils ont retrouvé quand même de l'assurance en ayant une formation professionnelle et une confiance en eux. Donc, c'est des moments bouleversants. Puis des moments bouleversants aussi. Le deuxième qui m'a vraiment frappé, c'est quand moi, j'ai fait des lycées professionnels industriels et tertiaires. Et industriels, c'était pour les métiers de la chaudronnerie, des trucs, etc. Il y avait beaucoup de gars. Et en fait, c'est quand on a travaillé sur la poésie et que je me suis vraiment, j'ai été bouleversée parce qu'ils me disaient, mais non, la poésie, ça sert à quoi et tout ça, voilà, et tout ça. Et en fait, quand il était balourd, hein, Ouais. un sacré gaillard a fait une poésie d'une délicatesse et d'une tendresse extraordinaire et que toute la classe l'a applaudi. Voilà. Et le dernier moment aussi, c'est quand j'arrivais à rentrer en connivence avec les élèves parce que l'intérêt, c'est de passer des messages et pas d'être dans un système qui dit la répression, voilà, les notes, telles notes, etc. Moi, ça m'intéressait pas. C'était d'aller à la rencontre des élèves parce que c'est des univers à part entière, chacun. Ok. Comment as-tu vécu l'évolution du métier d'enseignant depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question, une dégradation affolante, un manque de considération de la part des institutions, euh, une ingérence dans certains établissements aisés, etc., des parents, et puis surtout, oui, une dégradation. Et alors, moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec les élèves, même dans des cités, dans des coins à Stein où j'étais, etc. Ils ont toujours été respectueux. Et il faut arrêter de dire c'est la faute des élèves, etc. C'est la faute d'un système. C'est très grave, une situation qu'un pays développé comme la France, l'une des plus grandes puissances au monde, qui sacrifie sa jeunesse et son éducation, ainsi que la santé. Par exemple, ces deux exemples, c'est très inquiétant, très très inquiétant. Ok. Tu as entrepris une thèse en anthropologie à l'université Paris-Sorbonne qui n'a pas été achevée. Quel était le sujet du coup de cette thèse? Alors c'est ce que là j'ai repris, je suis en Ouais. recherche, je l'ai reprise. J'ai travaillé avec Pierre Bourdieu, qui est un très grand sociologue. Et l'intitulé de cette thèse, c'est pour une anthropologie systémique de la culture algérienne, analyse du discours et politique. En fait, c'était de savoir comment, le sujet c'était qu'est-ce que c'est que l'altérité? C'est-à-dire comment un scientifique va s'intéresser à une société autre. Est-ce que par exemple, un blanc qui va s'intéresser à la société des sociétés africaines, est-ce qu'il est vraiment légitime pour parler de ces sociétés? Quel savoir il va produire? Est-ce que son savoir n'est pas biaisé? Et c'est l'inverse, c'est peut-être possible, mais ça s'est fait toujours dans un certain sens avec l'orientalisme et la colonisation. Voilà. Ok. Quelle raison t'a poussé à t'engager dans des recherches en anthropologie en parallèle de ta carrière d'enseignant? Alors justement, bah, c'est comme les questions de Loïc, les tiennes sont très intéressantes aussi. En fait,
c'est mon propre vécu de métissage, puisque voilà, métissage culturel et métissage de classe. Mon père était d'une famille très, très pauvre et que maman était d'une bourgeoisie provençale. C'est ce métissage de classe et ce métissage de culture qui m'a toujours passionnée en anthropologie, de me dire, mais, et de me dire, mais, voilà, je suis très attirée à la découverte des êtres humains et des civilisations aussi. C'est cet aspect-là qui m'a toujours intéressée. Et puis le fait que on est de plus en plus dans un rapport de violence et de haine et qu'au contraire, il faut aller de plus en plus vers l'autre où ça se finira très mal, cette histoire. Ok. Merci. Même si la thèse n'a pas été soutenue, avez-vous publié des articles ou participé à des colloques sur ce sujet? Alors oui, j'ai participé à des colloques. Là, j'ai participé à un colloque au Caire. Parce que c'est une question qui commence à devenir importante pour le Sud global, qui était resté dans une production sociologique et des sciences humaines relativement pauvre, parce que le grand projet, c'était surtout de publier des recherches scientifiques, médicales, etc. Et en sciences humaines, on restait dans une tradition encore très orientaliste, quelque part. Voilà. Ok. Quelles sont les motivations qui ont fait que la politique t'intéresse? Alors, là encore, vraiment, c'est des questions qui sont faites pour moi. Je vous promets que ce n'est pas moi qui suis intervenue. C'est le problème de la justice sociale. Il y a la domination, l'humiliation des individus, l'injustice sociale, c'est quelque chose qui cohabite, peut-être parce que mon père a vécu cette domination pendant la colonisation, mais en tout cas, je ne peux pas supporter de voir, même à nos gens, par exemple, des quartiers extrêmement épanouis, favorisés, etc. Et puis d'autres qui sont, je regrette, qui sont un peu laissés à l'abandon. Et c'est le sens de mon combat, de plus de justice et moins de domination. Merci. Merci. Tu as travaillé ou tu avais travaillé à la mairie de Nogent. Quel était le poste actuel ou passé au sein de la municipalité? Alors, je suis une élue municipale, c'est-à-dire que les élections qu'on a tous les 6 ans permettent d'élire le maire et son conseil. Ok. Donc, moi, j'ai été élue, mais dans l'opposition. D'accord. Voilà. Donc, c'est la fonction que j'occupais. Et qui m'a permis, même si j'étais dans l'opposition, et en cela, peut-être qu'il faut rendre hommage quand même à M. Martin, c'est qu'il m'a laissé rentrer dans des conseils d'administration qui m'ont permis de pouvoir aider les gens. C'est-à-dire qu'au conseil d'administration du CCAS, de Val-Office, de Jean Baltard, dans plein de commissions, puisque je suis présidente de la commission d'attribution des logements chez Val-Office. Et ça me permet, même en étant dans l'opposition, de résoudre des dossiers de papier au niveau de la préfecture, au niveau des appartements, des gens qui sont vraiment dans l'urgence ou dans l'oubli voilà, à cause de la paperasserie. Ok. Quelles sont les actions ou projets dont tu es particulièrement fier dans le cadre de tes fonctions à la mairie? Alors bon, justement, quand on est dans l'opposition, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de pouvoir puisqu'on est dans l'opposition et qu'on n'est pas dans l'équipe du maire. Mais comme je viens de le dire, par le biais, j'ai réussi quand même bon, ça peut paraître des choses insignifiantes, mais même par exemple pour les voitures, etc., et essayer que la zone bleue, quand même qu'il y ait une zone bleue pour que les quartiers des Maréchaux, on ne paye pas, voilà, que les habitants ne payent pas systématiquement un tarif fort. Même les ascenseurs, les fameux ascenseurs des bâtiments blancs, c'est à force de me battre au conseil d'administration que finalement ça a été réalisé. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, bon, sur le plan purement technique, au niveau par exemple, de l'élargissement des fourchettes pour le règlement au conservatoire ou pour les cantines, etc. Donc voilà, c'est un travail sur lequel vraiment qui m'a pris beaucoup de temps, chronophage. Là, c'est des petits détails, je ne m'en reviens pas, mais qui m'ont permis quand même d'être fière de ce que j'ai tenté de faire. Ok. Comment concilies-tu ou as-tu concilié
un engagement dans l'administration locale avec ton parcours dans l'éducation nationale? Alors ça encore, c'est une question effectivement compliquée, mais qui ressort du même principe de combat pour plus de justice, contre la domination, contre l'humiliation, etc. Et alors à Nogent, j'étais à Branly, et je tiens à vous dire comment l'individualisme et l'égoïsme des gens peut inquiéter. Il y a eu une sorte de cabale fomentée au niveau de l'académie, la section académique, mais qui n'a pas abouti, bien sûr, par des parents qui estimaient que j'accordais trop de temps aux élèves qui étaient en difficulté. Et ça m'a horrifiée chaque fois que j'y pense, voilà, Ouais. c'est impensable. Ok. Et du coup, comment as-tu fait face à ça, en fait? Bonne question aussi. Donc, j'ai repris confiance en moi. Et puis surtout, j'ai vu à quel point les élèves, chaque fois, je me faisais happer par leur bonheur d'être en cours, d'être en classe. Donc, j'ai fait fi de ces observations et je me suis dit qu'au contraire, il fallait que je me batte encore plus. Ok. En tant que personne ayant vécu et travaillé dans 2 pays, comment perçois-tu la relation culturelle et sociale entre la France et l'Algérie aujourd'hui? Ouh là 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 là, moi je vais pas me lancer là-dedans parce que c'est une question piège, surtout en ce moment. Non, je pense Non. que bien sûr la France, euh, la France a colonisé, c'est pas un secret, a colonisé l'Algérie, etc. pendant 130 ans, 132 ans, a fait énormément de dégâts comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Le système impérialiste et colonial est une horreur. Euh, mais je suis justement le symbole même d'une possibilité de métissage, parce que l'avenir du monde, c'est le métissage, et l'avenir du monde, c'est les migrants, parce que les migrants n'ont jamais cessé. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ici, les migrants sont indispensables, même s'ils n'ont pas les papiers. On a vu qu'à l'Assemblée nationale, ils travaillaient alors qu'ils n'avaient pas les papiers. Et puis ce qu'on ment, là où on ment aux gens, c'est qu'ils rapportent à la France. Ils coûtent 40 milliards, ils en rapportent 60 milliards. Donc voilà, c'est un gain de 20 milliards. Donc ils rapportent parce qu'ils travaillent pour la France. Et surtout ne pas tomber dans ce que fait Trump actuellement, de vouloir rejeter tous les immigrés, quitte à tuer la jeune femme là. Renée, la jeune femme, c'est absolument horrible avant-hier. Puis même aussi, je sais pas si t'as entendu parler, ce qu'il a fait avec le président vénézuélien. Absolument. C'est une ingérence absolument intolérable. Mais à ce. Et, Pardon, et pardon. désolé de. Et il y a aussi une action en France qui a été menée contre Trump quand il est arrivé en France. Les Vénézuéliens de France et même les Français, ils ont dit non, on veut pas de toi, Trump, retourne dans ton pays. Tu viens de Oui, nous cracher c'est-à-dire dessus, que voilà. Voilà. repars là-bas, parce que c'est vrai, il a fait beaucoup de mal. Mais de toute façon, absolument. Je veux dire, non, mais c'est très très grave. C'est-à-dire que d'ailleurs, la Chine est très prudente, la Russie Attends, aussi. c'est moi encore. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que de toute façon, Trump, il ne va pas pouvoir continuer comme ça. Mais il va faire beaucoup de mal en attendant. En tout cas, ça révèle une chose, que les grandes instances internationales telles que l'ONU, etc., qui ont été élaborées ou réélaborées parce qu'il y avait la SNED avant, après la guerre, et qui l'ont été par l'Occident et par les États-Unis, sont à reconsidérer. Et il faut qu'il y ait des instances internationales qui intègrent beaucoup plus le Sud global, même dans les comités de décision ultimes par tour de rôle, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça nous montre les limites d'un pouvoir international qui est plus que jamais à construire. Ok. Y a-t-il des initiatives ou des associations à Nogent ou ailleurs qui favorisent le dialogue franco-algérien et auxquelles tu participes? Non. Enfin, moi, je sais pas, moi, j'en ai pas vu. Mais c'est une excellente. En fait, en lisant, en lisant la Ouais. question, je me suis dit que ça serait une bonne idée, mais je peux pas faire 36 000 choses, quoi. C'est trop Ouais. chronophage entre ma vie perso et la politique, etc. Mais Ouais. c'est une excellente idée, tout à fait. Je ne suis pas au courant. Il y avait une association libanaise à un certain moment qui enseignait l'arabe d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais je crois qu'elle n'existe plus. Tu vois, ça, je le savais pas. Tu m'as appris un truc du coup.
Ouais. Ah, tu vois, l'IA, avec ton intelligence, ne suffise pas. Hein. C'est ça. Après, des fois, on va dire, avec l'appui des gens derrière, ça, on apprend plus de choses aussi. C'est Mais, vrai. Ouais. Bien sûr, tu as mais tout à fait raison. en période de Cannes, vous avez vu, l'Algérie vient de perdre. Bah, C'est ce que j'ai vu. oui. C'est Mais ce que... apparemment, d'après des trucs et tout, en fait, il y a eu un problème au niveau du corps arbitral, ils ont changé les arbitres à la dernière minute, Ah en fait. ouais. Pour, J'étais oui. pas au courant, ça. À la dernière minute, je en suis- fait, j'ai vu et tout un truc sur Je suis sur pas un au forum courant. des arbitres où du coup je suis sur les réseaux sociaux Ouais, que ouais. je suis en fait, et du coup il y a suite à un problème en fait de corruption d'un des arbitres qui avait arbitré plus avant des matchs et tout du Maroc et de l'Algérie. Non. Du coup ils les ont écartés en fait pour Sans des raisons de blague. corruption. C'est pas vrai. Si je te jure. Et Et donc, du coup ils ont transféré ça à l'UEFA et la FIFA pour ouvrir une enquête. sérieux? Ouais. Alors Donc là, le dossier, on va dire là à mon avis, le d'accord. dossier ça va peut-être passer dans les médias probablement. Ah bah, écoute, je te fais extrêmement confiance parce que je sais que ton expertise dans ce domaine du foot. Moi, j'ai fini par me faire une philosophie hier quand j'ai vu le match. Je me suis dit quand même que c'est vrai qu'au niveau des attaquants, c'était pas le meilleur des matchs de toute façon, non? Après, je sais pas, le match, je l'ai pas réellement vu, mais quand j'ai appris du coup pour le truc au niveau Ouais, des arbitres, je me ouais, suis fait, ouais. mais comment tu peux changer les arbitres en fait à la dernière Mais minute? même- Parce qu'en fait, ils ont changé deux arbitres sur la feuille de match à la dernière minute en fait. Et ils n'ont pas le droit de le faire. Normalement, tu dois prévenir pour les arbitres, c'est une semaine à l'avance en fait. D'accord. Mais comment ça? Après, en tout cas, en France, je sais que le protocole est comme ça, mais dans les autres pays, je sais pas comment le D'accord. protocole fonctionne en fait. Mais D'accord, mais donc il va falloir que je regarde parce qu'au niveau de l'équipe algérienne, il y a dû avoir dans les communiqués de presse ou des trucs bah, comme je ça, non? pense et tout, ouais, mais du coup, non, c'est parce que du coup, quand D'accord. j'ai vu Déjà, j'ai ça appris va ça, être- je me suis fait, c'est Bah, quoi en fait ce voilà. truc-là en Bah, fait? déjà, Voilà. sur les réseaux, tu vois, ça part en bagarre dans les vestiaires. Ouais, C'est, très juste. je suis tombé sur la vidéo ce matin. Ouais. J'ai vu ça. En titre, il y avait écrit l'Algérie perd face au Nigeria. Et tu vois que ça monte en tension. Ah ouais? Ouais, ils se tapent dessus. Ah ouais. Ouais. Pendant qu'ils sont là, ils sont en train de filmer. Pendant que Ah ouais. Ouais. dans, Ouais. dans les vestiaires, ça se tape Ouais. dessus. Mais comme tu viens de le faire observer très justement, j'avais peur qu'en finale, ça soit le Maroc et l'Algérie à Oui, cause ouais. des problèmes Sahara espagnol et tout ça. Et quand j'en parlais avec des jeunes Marocains, avec des Marocains ou avec des Algériens, ils me disaient mais non, Hawa, il y a aucun souci, il y a aucun Ouais. problème. Moi, j'en suis pas très Ah ouais. sûre. Et c'est vrai que c'est dommage que le sport quand même. On arrive à là. Ouais, Mais tout déjà à fait, même aussi, ouais. bah, j'ai vu aussi bah, même le dernier match du Maroc et tous les arbitres ont été également aussi changés à la dernière minute aussi. Ah bon? Ouais, pour le même problème en fait que lors du match Algérie-Nigeria. Mais c'est dingue. Donc ça pourrait être, si c'est remis en question, ça pourrait être rejoué. Après, vu que les matchs ont été réellement joués, du coup ils peuvent pas revenir en arrière. Ouais. En fait, il aurait fallu que le match du coup soit interrompu en fait pour que le match soit potentiellement rejoué en fait. D'accord. Mais alors ça met un dawa pas possible. Quoi, On va dire du coup ouais, ça quoi. fait un putain de problème en fait. C'est ça. C'est un truc de fou. C'est quoi. ça, ouais. Là, on va passer C'est dans dans une autre partie, du coup. dans la deuxième partie Ouais. du questionnaire. Des questions. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Un peu plus au niveau des questions perso. Ah, d'accord. Si, Voilà. Il y en a caché. si tu devais résumer ton parcours en quelques mots, quel serait-il? Alors mon parcours sur tous les plans, quoi. Sur tous les Ouais. plans. Bah, il serait que j'ai essayé de faire le mieux dans ma vie pour justement être en cohérence avec mes principes et pour faire le bien. Parce que pour moi, que ce soit l'islam, toutes les religions monothéistes et les philosophies prônent de faire le bien. Donc, on n'est pas parfait. Mais j'ai essayé de faire le bien et c'est ce que je vais continuer à essayer de faire. Voilà ce qui me caractérise. Et puis la Ok. tolérance et l'ouverture quand même. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à un jeune issu de l'immigration qui souhaite s'engager dans l'éducation ou dans le service public en France? Alors, justement, ça encore, c'est une très très bonne question. Ben, je lui dirais de foncer. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui auraient envie, mais ça dépend du contexte culturel. Il est évident, par exemple, qu'un enfant d'une bourgeoisie même moyenne, et tant mieux pour lui, mais qui est dans un environnement culturel très favorable, et peut faire ses études après sans bosser en parallèle, etc. Il a toutes les chances pour faire pour entrer dans la fonction publique. Moi, je lui conseille. Mais le Ouais. problème, c'est que justement, l'injustice sociale fait que les moyens, les mêmes moyens ne sont pas donnés. Parce que un jeune, le contexte culturel, et puis après,
quand il rentre à la fac, à l'université, comme je viens de le dire, il est Ouais. obligé de travailler, quoi. Il n'y a pas les conditions requises pour faire ses études. Et, premièrement. Donc, moi, je lui conseille de foncer dans la fonction publique ou dans n'importe quoi pour avoir un Ouais. diplôme. Mais deuxièmement, par rapport à la fonction publique, elle est de plus en plus érodée, elle est de plus en plus attaquée. Donc, elle est il y a de moins en moins de postes et on fait appel à des précaires, quoi. Ok. Quels sont tes projets actuels ou à venir, professionnels ou personnels? Alors, justement, sur le plan professionnel, entre guillemets, c'est de terminer au plus vite ce travail de recherche que j'avais entrepris avec Bourdieu, avec Pierre Bourdieu. J'ai déjà fait 700 pages et en fait, c'est beaucoup plus difficile d'ôter que d'enlever. Puis, je suis quand même seule un peu pour le faire. Donc, moi, si Dieu me prête vie, comme on dit, j'aimerais bien terminer ce travail, en faire peut-être un bouquin et puis pouvoir passer à la poésie, à la littérature et au théâtre. Voilà mes projets. Écrire. Ok. Pourrais-tu nous décrire en quelques mots ce que représente pour toi la notion de la famille aujourd'hui? Ah, ça c'est c'est des questions extraordinaires. Parce qu'en tant que sociologue, c'est le symbole même des travaux qui sont faits en sociologie. C'est toute une très très vaste question. La famille, elle est en mutation sociologique en permanence, mais surtout depuis l'après-guerre. Elle est monoparentale ou elle est traditionnelle. Mais pour moi, c'est un élément clé. La preuve, c'est que quand on perd quelqu'un de la famille, etc., ben voilà, on est trop mal, quoi. Donc le problème, il n'est pas tellement dans le type de relation. Dans le type de relation qui existe au sein de la famille, enfin du type d'organisation familiale. Il est beaucoup plus dans la qualité des liens, dans l'amour qui existe, dans la facilité qu'on peut avoir à vivre normalement avec les membres de sa famille, sans être obligé d'aller bosser à des kilomètres et des kilomètres, etc., etc. Ok. Comment ta propre expérience familiale a-t-elle influencé ton parcours professionnel et ta vision de la famille? Ah, vous êtes trop légal. Alors en fait, puisque je suis issue d'un mariage mixte, bah, c'est difficile deux cultures qui se mettent ensemble, quoi. Je veux dire, c'est très très difficile. Donc, nous, on a assisté à de belles scènes de ménage entre mes parents. Mais ce qui était extraordinaire, c'était, excusez-moi, je suis un peu émue en pensant à eux. Ce qui était extraordinaire, c'est l'amour qui les portait. C'est l'amour qui les portait. Ouais. Ça, c'est la plus belle des montagnes, c'est l'amour qu'ils avaient, et puis surtout les combats qu'ils avaient ensemble, la décolonisation, puisqu'ils se sont battus en Algérie contre la colonisation, en l'UFLN, entre autres, enfin par le biais, disons. C'est un bilan un peu ambigu, c'est-à-dire d'un côté, pour moi, c'est extraordinaire le Ouais. couple, puis d'un autre côté, c'est pas évident, mais je crois que c'est quelque chose, la famille, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qui, comme tout le reste, euh, dans lequel on fait des erreurs, mais qu'il faut avoir comme objectif pour préserver le lien social qui est indispensable. Ok. Dans quelle mesure les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont-ils modifié les relations intrafamiliales comme la communication, les conflits et les liens intergénérationnels? Ah ouais, alors là encore, c'est une question fondamentale, hein, de sociologie et d'anthropologie. Effectivement, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux. Oui, pardon, excuse-moi. Les réseaux sociaux, on leur fait porter tout. Voilà. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que ce sont de grands facteurs de modification sociologique au sein de la famille, au sein de la vie collective, etc. Moi, je pense que comme tous les instruments et les grandes révolutions technologiques, ça a entraîné des transformations sociales. Ouais. Mais je pense que, par exemple, prenons le cas des enfants dont on n'a pas peur qu'ils soient uniquement sur les réseaux sociaux Mm. et qu'ils échappent quelque part au contrôle et à la discussion avec les parents. Je pense que c'est un faux problème. Parce qu'avant, c'était les bouquins
Au moment de l'adolescence, on se réfugiait dans les bouquins et on avait toujours ce problème de communication avec les parents. Donc, le problème, c'est pas les nouvelles inventions technologiques, c'est ce qu'on en fait, comment on les utilise et comment on préserve au sein de la famille des rapports de confiance. Pour que l'adolescent ou le jeune, il n'aille pas dans son coin textoter ou rester toute la nuit en train de... Mais pour qu'il apprenne peut-être à venir vers nous, à confier ses difficultés, ses problèmes. Après, c'est pas parce qu'il y a plus de réseaux qu'il va être encore plus, je veux dire, loin de ses parents. Non. Mais par contre, lui, il peut être en danger. Parce qu'avant, on lisait un livre, on lisait des livres, bon voilà, on n'était pas en danger. Tandis que là, on est exposé avec les réseaux sociaux. C'est Pour ça. les jeunes, ils sont exposés. Ouais, comme par exemple le cyberharcèlement. Absolument. Tout à fait, comme le cyberharcèlement. Mais par contre, on peut voir que en tant que prof, je l'ai vu, les élèves se font harceler. Ça ne date pas d'aujourd'hui, le harcèlement au collège. Mais là, ça prend des proportions. Après, il y a même aussi au lycée. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Ça a toujours existé. Par contre, là, ça prend des proportions plus rapides, plus choquantes, quoi, plus violentes. C'est ça, ouais. Des jeunes, quoi. Mais même après, tout le monde est ciblé par le cyberharcèlement, en fait, avec les réseaux, je crois bien. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, là, je connais quelqu'un de très proche qui joue à Counter-Strike, qui a voulu monter une équipe. Il se trouve qu'il a détecté qu'il y avait une mineure dans le groupe, il n'y avait pas trop de soucis, mais tous les autres, enfin les garçons, parce que c'est surtout masculin, enfin voilà, en PM et tout ça, ils voulaient, voilà quoi. Donc du coup, cette personne, elle a essayé de lui parler. Et surtout à l'un d'eux qui était quand même limite. Ouais. Et ben du coup, après, il a utilisé sa photo et tout, et il l'a fait passer pour un pédophile, quoi. Je veux dire, ça va très très loin maintenant sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Quelqu'un, quoi. Mais bon, heureusement, il n'y a pas ça. Donc le type, il a enlevé parce qu'il a eu peur. Ouais. Voilà. Ok. De ton point de vue, quels sont les principaux défis auxquels sont confronter les familles recomposées aujourd'hui? Alors là encore, ben voilà, c'est des questions qui s'adressent vraiment à une sociologue. Ben, je crois que les principaux défis, c'est ceux du paupérisme, c'est ceux de la pauvreté. Il est évident que quand on est dans des classes moyennes ou bourgeoises, etc., l'éclatement familial est plus facile à gérer parce que déjà les parents peuvent être, même s'ils sont séparés, ils peuvent être assez proches, etc. Tandis que les familles recomposées, enfin je veux dire séparées déjà, c'est plus difficile quand on a moins d'argent. Après les familles recomposées, là encore c'est une nouvelle réalité sociologique. Moi j'ai vu que ça se passait plutôt bien, parce qu'avant, quand il y avait des divorces, il y avait beaucoup de haine entre le papa et la maman, et les enfants, ils en souffraient beaucoup. Tandis que là, finalement, il y a des modalités, des nouveaux modes d'organisation qui sont pas forcément traumatisants, mais là encore, ça dépend beaucoup des revenus. Ok. Quelles politiques ou pratiques d'entreprise considères-tu comme les plus efficaces aujourd'hui pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale? J'ai pas bien. Quelle politique ou pratique d'entreprise considères-tu comme les plus efficaces pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale? Oui, c'est une question très très pointue et vraiment compliquée, mais qui pose le problème en fait de l'organisation sociale et de l'organisation sociale du travail. Donc effectivement, moi je pense que pour avoir finalement cette parité homme-femme, pas uniquement au niveau des salaires, mais au niveau des disponibilités, des dispositions, il faut que les salariés soient les actionnaires de leurs entreprises, que ce soit eux qui organisent leur entreprise et qu'ils organisent leur entreprise en fonction des situations de chaque famille et bien sûr en tenant compte de la difficulté pour les femmes de pouvoir être suffisamment représentées. Voilà. Mais c'est une question. Attends, comment c'était? Il faudra que je la garde, celle-là, pour y réfléchir parce que j'ai. C'est pour ça, non, juste que. Je t'en prie. Voilà. Oui, c'est ça. La conciliation, pour moi, entre vie professionnelle et vie familiale, c'est ce qui fait, par exemple, que c'est se fait dans les pays nordiques. Okay. Ils sont très, très attentifs, justement, à l'aménagement du temps de travail pour préserver cette vie de famille. Mais parce que le principe, ça dépend si on recherche uniquement le profit
Et le système capitaliste dans lequel on vit, c'est de rechercher absolument le profit. Donc, il n'a pas intérêt à voir Ouais. l'harmonie des individus, mais beaucoup plus leur possibilité de rentabilité Ouais. et de reproduction à la limite de leur force de travail, c'est tout. Et qu'ils soient de bons consommateurs et de bons petits soldats. Ok, ok. Comment analyses-tu l'impact du télétravail sur la dynamique familiale depuis la pandémie du Covid-19? Ah ouais, là aussi c'est une question intéressante, mais j'y attarderai pas. Mais c'est vrai que la crise du Covid-19, de la Covid a modifié le type de rapport puisque les gens étaient reclus chez eux et ça a été difficile pour les jeunes, je pense surtout. Pour les autres, ils ont découvert effectivement le télétravail qui arrange les entreprises, mais certains ont vu que c'était beaucoup plus finalement pratique au lieu de se déplacer, de pouvoir travailler chez soi. Donc effectivement, ce sont des nouvelles donnes dont il faut tenir compte parce que maintenant il y a des entreprises qui ne veulent plus rentrer du tout dans ce système-là d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans la vie publique et politique? Alors c'est toujours effectivement ce sentiment de justice, d'engagement, de combat, parce que je suis une grande syndicaliste aussi, j'étais à la CGT, donc j'ai lutté voilà, j'ai lutté pour les sans-papiers, je continue de lutter pour les sans-papiers parce que pour moi c'est indigne cette situation qui leur est accordée. Donc c'est l'engagement, le refus de l'humiliation de l'autre, de l'injustice, de l'intolérance et de la haine envers l'autre. Voilà. Ok. Quelle est ta stratégie pour améliorer la collecte et le tri des déchets dans la ville? Alors là, je suis pas une pro. Je pense que en termes écologiques, c'est de revoir. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça se fait beaucoup plus au niveau du territoire qu'au niveau de la municipalité maintenant. Donc c'est les territoires qui s'occupent de ces questions, mais bon, j'ai pas d'idée très précise là tout de suite, quoi. Ok. Sur le tri. Comment la municipalité devrait impliquer les habitants dans la prise de décision lors du conseil municipal selon toi? Ah, ça c'est une très très bonne question. D'abord, faire qu'il soit, comme ça a été de temps en temps, retransmis en direct, Ouais. avec un temps accordé à la fin ou au début, mais plutôt à la fin, à un débat sur les non plutôt en amont sur l'ordre du jour, sur les questions Ouais. essentielles, par une participation démocratique et directe. Je trouve que c'est effectivement assez dommage. Et là où notre tête de liste, parce qu'on travaille en fait en triumvirat avec la tête de liste, on est trois, c'est pour ça qu'on est trois sur les affiches. Ouais, ouais. On se complète avec une tête de liste écolo. C'est quelqu'un qui est vraiment très sympathique, dynamique et qui pose bien les questions. Et effectivement, il a répondu, j'ai vu dans votre interview, Oui. en parlant de ce collège, de cette assemblée des jeunes. Ouais. Et quand je pense effectivement, par exemple, à mon quartier qui me tient tant à cœur, je me dis que si ça pouvait se faire, ça serait génial que les jeunes du quartier, des maréchaux, soient dans cette assemblée consultative et une assemblée décisionnelle aussi, et qu'ils y soient représentés plus que représentés et qu'ils puissent dire quelles sont leurs volontés et leurs désirs et qu'on en tienne compte parce que justement, c'est une assemblée qui sera reconnue en termes municipaux et d'institutions municipales. Selon Tac. toi, Ok. comment la Merci. police municipale et la police nationale pourraient collaborer pour lutter lutter face à la délinquance? Alors, merci de cette question. Elle sera pour moi l'occasion de dire que pour moi, le problème, c'est pas toujours la répression, c'est pas toujours la police. D'ailleurs, l'annexe qui a été construite au quartier des Maréchaux, la seule chose qu'on a construite dans le coin, c'est l'annexe du commissariat de la police municipale. Bon, c'est vrai qu'elle a un rôle uniquement administratif, mais en termes de symbole, quand même, je trouve qu'il y avait autre chose à construire pour les jeunes, etc., que cette annexe. Ceci étant dit, pour moi, il faut une police de proximité et pas une police de répression. Parce que la police, qu'est-ce que c'est la police initialement? C'est pour défendre les gens, les défendre contre les torts qui pourraient être portés. Or, ce qu'on voit, c'est que d'abord, on exagère la délinquance à nos gens, c'est une folie, on n'est pas à Stein ou à Saint-Denis, c'est des... Oui, très bien, parce que c'est Ouais. important de revenir sur cette question Vas-y, du coup, Elvis, du coup, je te laisse reposer la question. Selon toi, comment la police municipale et la police nationale pourraient collaborer pour lutter face à la délinquance?
Alors, il faut remettre pour moi effectivement ce problème de délinquance en, pas en question, mais en perspective, parce qu'elle est utilisée en permanence pour légitimer une répression qui ne mène à rien. Pour moi, la police municipale ne devrait pas être armée, elle devrait être une police de proximité pour essayer de résoudre les conflits, etc. Et la police nationale conserverait ses prérogatives régaliennes, qui sont une police d'État. D'accord. Ok. Si demain tu pourrais être maire ou président de la République, qu'est-ce que tu souhaiterais faire pour sauver soit la réputation de la ville ou du coup de la France? Mina, présidente. Je pense que si j'étais maire, eh bien, j'essaierai justement de continuer d'abord d'avoir une grande ambition, une ambition territoriale pour essayer de revoir les spatialités de nos gens avec le développement de grands projets immobiliers vers l'autoroute qui permettent de ne pas faire uniquement des cités dortoirs, parce que ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, quand même, il y a des gens qui travaillent à Fontenay, énormément de bureaux voilà, qui ont été créés et des gens qui habiteraient à Nogent. Essayer donc de revoir, de faire du boulevard de Strasbourg un centre dynamique de la ville, en créant des commerces, en créant des espaces verts, en créant avec l'imagination des moyens de justement traverser le boulevard, des espaces verts, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, essayer de voir sur le RER A, par exemple, d'en faire un centre avec un cinéma, de développer, puisqu'il y a des cafés, des restaurants, d'en faire un prolongement de l'activité, voilà, du centre de la ville. Et puis, surtout, quartier des Maréchaux, en faire autre chose, voilà, qu'un lieu invisible, mais y mener des activités culturelles, y mener des activités commerciales, y mener des activités que les jeunes puissent avoir une salle à eux, qu'il y ait une salle polyvalente. On avait fait l'année dernière avec des mamans et grâce à Nasia un repas dont je me souviendrai toujours derrière les bâtiments blancs. On était une centaine ou plus avec les enfants, Ouais. etc. C'était extraordinaire. On avait vraiment. Donc voilà, beaucoup plus d'ambition en Ouais. tant que maire, beaucoup plus d'ambition et de principes de justice sociale et D'accord. voilà. Ok. Et du coup, en tant que président de la République, alors? Alors, en tant que présidente, déjà, numéro un, je fais comme en Espagne. J'accueille les étrangers parce que je sais que la population est vieillissante en France comme partout et qu'on a besoin on aura besoin tôt ou tard, on en aura besoin. Donc, on accueille les immigrés, qui enrichissent la France. On leur permet d'avoir une reconnaissance avec une naturalisation. Ça, c'est tout de suite. Et puis, deuxièmement, bien sûr. Beaucoup plus de justice sociale. J'impose les grosses fortunes, puisque la taxe Zuckman, par exemple, 2% d'imposition sur les grosses fortunes, ce qui est rien pour des milliardaires, a été refusé. Ce qui est un scandale, parce qu'après, on cherche à essayer de trouver des économies sur la santé, sur la culture, sur des choses capitales dans une société, dans une civilisation, au lieu d'aller trouver de l'argent là où il existe en trop. Il ne s'agit pas d'aller voir les petites entreprises et de les taxer. Non, ni les agriculteurs d'ailleurs, mais Ouais. respecter tous ces corps. Donc, du coup, c'est pour ça, du coup, avant qu'on commence l'émission, du coup, je t'ai demandé si t'étais d'accord pour que je porte éventuellement le gilet qu'on voit et tout. Absolument. Que j'ai sur moi à présent. Absolument, parce que Ouais. je suis tout à fait d'accord avec le combat le combat des agriculteurs. Ouais. Mais il faut savoir que ce sont les petits agriculteurs, parce que l'agroalimentaire, lui, fait un ravage terrible et très très puissant, et c'est lui qui en fait, qui devrait être contrôlé à nouveau, amoindri. C'est ça, c'est ça. En plus, surtout, on va dire, c'est un peu catastrophique, le truc qu'ils leur font subir. Juste pour une vache qui a été malade, t'as 1099 vaches. Exactement. Je trouve ça comme un acte barbare, en fait. Absolument. Moi qui suis pas mal investi par la cause animale, comme du coup, Oui, tu le sais et tout. Bah oui. C'est pour ça, moi, je trouve ça, en fait, un acte barbare. Limite, pour moi, c'est comme si, genre, c'est comme ceux qui vont en Afrique, qui s'occupent des éléphants et des rhinocéros. Pour moi, ça, c'est un acte de braconnage. Exactement. C'est un acte barbare, tu as dit barbare. Parce qu'il y avait d'autres solutions. Il y avait des vaccins, il y avait une anticipation, il y avait des vaccins qui étaient possibles. Ouais. Et là, c'est d'une violence, mais même insoutenable. C'est-à-dire que, par exemple, toi, c'est Ouais. parce que tu aimes beaucoup les animaux. C'est ça, ouais. Les agriculteurs, ils aiment leurs animaux. Ben, c'est ça, en fait, après, du coup, c'est
c'est limite, on va dire, bon, c'est pas eux qui les machins, mais c'est limite eux qui les mettent presque au monde, on va dire. Ben, c'est Ils les ça. voient grandir et tout, puis hop, d'un coup t'arrives et tout. T'as un vétérinaire qui arrive avec une centaine de flics et poum, on tabac tes bêtes et tout devant toi, en fait. Voilà. C'est pour ça, je trouve ça, en fait, c'est en mode de barbarie, en fait, qu'ils font C'est ça. pour faire ça C'est là-dessus. ça. Il y a la barbarie de voir des centaines de Ouais. bêtes massacrées. La vision est cauchemardesque. Et ensuite, il y a la barbarie de la violence imposée aux agriculteurs. Mais c'est quoi. ça. Je veux dire, c'est avec des CRS, etc., qu'ils y sont allés, quoi. Mais oui. CRS armés jusqu'aux dents. Après, franchement, juste aussi, je tiens, franchement, aux 7 gendarmes, là, je sais plus dans quelle région, mais t'as vu qu'ils ont eu les couilles. Je suis désolé d'avoir parlé un peu comme ça, mais oui. ils sont franchement, on va dire que c'est bien, ils ont réussi à porter leurs couilles, ils ont posé les armes et les boucliers pour faire face, Bravo. pas écouter en fait ce que l'État voulait leur imposer en fait. Et franchement, Bravo. je leur dis bravo à ces gens-là, parce que franchement, en fait, ils ont ils voient les choses comme il faut en fait, Absolument. et pas comme l'État veut leur imposer. Tout à fait. Et c'est essentiel ce que tu viens de dire, parce que justement, il ne faut jamais être soumis. Jamais. Et pour eux, c'est très grave, parce que c'est quand même les représentants de l'État. Et c'est très, très courageux d'avoir. Parce que ça, si tous les êtres étaient comme ça, il y aurait pas de guerre, il y aurait pas de trahison, il y aurait pas de délation. Parce que, et il y aurait pas eu Vichy, etc. C'est-à-dire, et il y aurait pas, parce que même aux États-Unis maintenant, les pauvres migrants ils sont balancés par les autres, quoi. Je veux dire, c'est épouvantable une société qui est comme ça. Tandis que là, effectivement, de dire non, avoir le courage de dire non. Tout à fait. Et moi, c'est mon principe aussi. Franchement, je trouve ça bien. Je trouve que c'est mieux que les 3 policiers ou gendarmes qui sont permis de braquer le pauvre agriculteur dans son tracteur juste parce qu'il manœuvrait pour se mettre correctement. Bravo, je suis tout à fait de ton avis. Et tant qu'il y aura des gens qui penseront comme toi et comme ça, l'humanité sera sauvée. Et il y a aussi l'agriculteur qui a été en garde à vue aussi. Ouais, aussi un jeune agriculteur de 18 ans qui s'est retrouvé 40 heures en garde à vue juste parce que la police lui a posé des questions comme ça devant toute la foule et il a refusé de répondre. Du coup, ils l'ont placé 40 heures en garde à vue au commissariat du 77 là en fait tu prends de Torcy. Il a passé 40 heures là-bas en garde à vue. D'accord. Et il risque 3 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Juste parce qu'il a refusé de leur répondre à leurs questions. Non, mais c'est grave parce qu'il y a un amoindrissement des libertés en France, une répression, mais c'est très très inquiétant. On se demande où le monde va en fait. Ouais, bien sûr. Ben, il faudra pas se laisser faire. Voilà, la réponse c'est ne pas se laisser faire. Et même, je pense que du coup, en fait, ce qui serait peut-être mieux un peu, c'est que du coup, avec Elvis qui est ici présent, c'est qu'on trouve le moyen de monter à Paris pour essayer de voir 2-3 agriculteurs pour essayer d'en parler avec eux. Ah ouais. Et même essayer d'interroger 2-3 policiers comme ça également aussi voir ce que eux en pensent également du truc. Comme ça. Bon, après, je sais que ça va être un peu tendu peut-être, parce que vu que les policiers, on va dire, là, ils doivent être pas mal tendus et tout suite à ça, mais... Tout à fait, parce que là, ils sont montés sur Paris, etc. Ils ont bloqué c'est très tendu. Ils ont bloqué l'Arc de Triomphe et tout, donc à mon avis, je pense que ça doit être très tendu et tout, mais... Mais si tu vas en mode tranquille, t'apaises les choses. C'est ça. Mais après, en fait, j'ai entendu dire et tout, par plus ou moins comme ça, qu'apparemment, les seules personnes qui peuvent rentrer, passer le cortège de la police pour aller voir les agriculteurs sont uniquement les journalistes. Ah oui, complètement. Après, je crois que les agriculteurs ne demanderaient pas mieux que de répondre. Mais par contre, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue que les policiers te répondraient. Hein. Enfin, ça c'est mon point de vue, parce qu'on l'a vu avec les gilets jaunes. Hein. Après, s'ils veulent pas être filmés, moi je m'en fous. Pire, en des cas, on peut juste tourner la caméra autre part, mais juste comme ça, au moins, on entend ce qu'ils ont à dire, comme ça et tout. Je pense que ça pourrait être aussi. Ce serait une très bonne idée, mais je sais pas si serait décidé. Après, il faut voir ça. Ils ont le droit de parler des policiers et tout ça, quoi. Après, il y a juste en allant sur place qu'on pourra le savoir. Ouais. Il y a une prochaine manif bientôt? Je sais pas, j'essaie de regarder, mais pour en fait, dès qu'il y en a une, pour qu'on essaye d'y aller pour écouter ce qu'ils ont à dire, en fait. Commencer avec des journalistes c'est ça. Sur le terrain. Ok. Du coup, on va revenir dans le vide de l'interview quand même un petit peu là. Bien sûr. Du coup, Elvis, je te laisse poser la question là, du coup. C'est pas grave. Quelles sont les personnes que tu considères comme des membres de ta famille? Ah, tu veux dire au-delà des gens de la famille? Ouais, au-delà des personnes en fait qui sont de ta famille, les gens que tu peux considérer comme des gens de ta famille en fait, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Mes amis. Et puis, excusez-moi, c'est pas des magots, hein, vous pourrez couper ou je sais pas comment on fait. Moi, je vous considère comme ma famille, quoi. Parce que, c'est pour ça que je suis fière de vous voir comme ça, parce que moi, je vous ai connu petit.
Ouais. Hein, Ouais, tu nous as vu progresser, grandir. Voilà, ça. j'ai essayé Et- de vous aider et tout Oui, ça. mûrir artistiquement, tu nous as pas Voi- mal aidé aussi. Ouais, ouais. Voilà. Oui, bah, quand tu étais au lycée, tout ça, j'ai essayé de. Ouais. Tu te souviens, bon, voilà. Ensuite, toi, quand tu as Ouais. cherché à travailler, j'ai essayé de parler au patron et tout. Mm. Mais ça s'est dû passer. Mm. Et puis, donc j'ai essayé de vous aider. Et puis, je vous ai vu petit. C'est Et ça. puis, des fois, dans des situations, bah, au moment de l'adolescence, tout ça un Mm. peu compliqué, quoi. Ouais. Mais du coup, franchement, je vous donne, je vous tire le chapeau parce que ça me fait plaisir de vous voir comme ça, quoi. Merci. Et ouais. Ok, ok. Si tu aurais un mot ou une phrase à dire pour encourager les jeunes ou les personnes qui ont un projet concret pour réussir dans leur vie, ça serait quoi? Gardez l'espoir et battez-vous. Rien, il n'y a pas de fatalité. Peut-être qu'il y a Dieu, moi je dis, il y a Dieu qui décide. Mais sinon, quand on dit les choses, elles sont comme ça, on va vous faire croire, vous n'allez pas y arriver, nanani. Même en ce moment, Ouais. c'est bien sûr qu'on vit une Ouais. situation nationale et internationale de crise et très dangereuse, on va passer de mauvais moments. Ouais, ouais. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Quand vous voyez la libération des peuples de l'Algérie contre la domination française, du Vietnam contre les États-Unis, etc. Les petits peuples qui n'avaient rien Ouais. du tout. Eh bien, ils ont réussi à transformer des montagnes. Des montagnes. Voilà. Ouais. Si tu devrais passer un message à tes amis, famille, collègues, ça serait quoi? Paix, courage et battons-nous. Ne lâchons rien. On ne lâche rien. Et on ne lâche rien par rapport aux problèmes palestiniens également. Et as-tu un petit mot du coup pour la fin? Bah écoutez, oui, de vous dire que je suis très très heureuse, flattée et un peu intimidée de voir que les petits loulous qui étaient avec moi, maintenant ils sont devenus des journalistes et puis surtout je vous souhaite de continuer là-dedans Ouais. et de vous améliorer parce qu'on s'améliore en permanence. C'est ça, ouais, Même ouais. si on fait des stages, des machins, etc., Ouais. on peut devenir des journalistes sans aller dans les grandes écoles. Ouais, Et puis ou même aller automatiquement aller dans un grand média. Oui, et puis créer, c'est-à-dire Ouais. maintenant comme Blast, comme rentrer dans toutes ces radios, vous voyez, Ouais. Ouais, c'est ça. sur le net et tout ça, Ouais, ouais. toutes ces chaînes. Et ouais. Donc ne lâchez rien parce que moi je trouve que D'accord. vous vous débrouillez très bien. Voilà. Ok, ok. Et mille merci. Bah, merci à toi déjà d'avoir répondu présente aussi, j'ai C'est envie ce de te que j'allais dire. dire. Un grand Ouais. merci à Ouais, toi, Mina, merci. d'avoir répondu présente. Merci. Ouais. C'est un honneur pour nous de te recevoir Ouais. sur le plateau. Ouais. Moi aussi. Aussi un grand merci à Alibi Montana, Majid Lebar et Ouais. toute l'équipe d'Artup. Un grand merci à toi Elvis également aussi. Un grand pour merci à toi aussi. ta répondu présent aujourd'hui. Merci à toi aussi d'être venu Ouais. et d'avoir répondu présent. Si Ouais. Artup, on vous donne la parole. Ouais. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artup TV.